Bon, André, super content d'être avec toi. Je veux que tu me racontes un petit peu ta vie. Beaucoup voient en toi peut-être le prototype du gardien moderne, mais on va raconter un petit peu ton histoire. Alors raconte-moi, t'es né, je vais mal le dire, je suis désolé, à Ngok, Bien joué. c'est ça? Ouais. Bon. Parle-moi un peu de ta famille, parle-moi un petit peu de comment t'as grandi, vous étiez combien de frères et sœurs, parce que maintenant on est chez toi, c'est un château, mais je pense que ça n'a pas toujours été le cas non plus. Non, ça n'a pas toujours été le cas. Je viens d'une famille modeste. Mhm. La maman, à l'époque, elle était couturière. Le papa, il travaillait à la Cinec. Il était agent Cinec à l'époque, quand il était Sinex, plus c'est quoi jeune. pour ceux qui connaissent pas? La Société des eaux du Cameroun. Mhm. Et oui, je suis né à Ngok. Après, le papa, il était affecté du côté de Douala. On a dû... Parce que c'est dans la banlieue c'est la banlieue populaire de Yaoundé, on est d'accord? C'est à 30 Comment tu dirais? minutes. 30 minutes. Ouais, c'est à 30 minutes de Yaoundé. Ok. Nous y sommes allés tous. Et de là, on a grandi. On est revenu sur Yaoundé parce que le papa, une fois de plus, il avait encore été affecté une autre fois. C'est de là que tout est parti. Et le football, c'est venu comment? Je crois que c'est l'influence du grand frère. Comment c'est venu le football? Oui, le football, on l'a dans le sang, non? Parce qu'à l'époque, le papa, il jouait Ok. pas à un niveau élevé. Le papa, il a joué avec des amis. Ok. Gardien de but ou pas du tout? Non, pas du tout, pas du tout. À l'époque, on l'appelait capitaine. Ok. Et jusqu'à aujourd'hui, C'est vrai? oui, il était capitaine je crois, de son école à l'époque. Ok. Et aujourd'hui, ses amis d'enfants l'appellent toujours capitaine, capitaine, capitaine. Et nous, ça nous fait rire. Et pour moi, le football vient de mon grand frère Christian Nana qui à l'époque était gardien de but. Après, il a changé de position. Il a commencé à jouer défenseur central. Il a eu une carrière brillante du côté de l'Indonésie où il a joué pas mal d'années là-bas. Super. Et il m'a beaucoup aidé, il m'a toujours soutenu. Mes autres frères, nous sommes une famille de quatre garçons. Et on a toujours été ensemble. Et c'est Christian qui t'a donné envie d'être dans les buts, alors que c'était pas une évidence. En général, les gamins, ils ont plutôt envie d'être dans le jeu, d'être dans le... Exactement, exactement. Mais après, Christian, c'était un motif pour nous de sortir de la maison. Parce Ok. qu'à l'époque, les parents ne voulaient pas qu'on joue au football. C'était plus l'école, le football n'était pas accepté. Et Christian, chaque fois qu'il allait jouer, il disait aux parents, non, j'amène André avec moi. Donc j'étais tout le temps en train de le suivre. Donc j'avais mon excuse pour pouvoir Le foot, c'était jongler. l'aventure, c'était la liberté, quoi. Exactement, mais c'était, comment je vais dire, c'était un jeu sans ambition. Vous savez, non, on jouait juste pour prendre du plaisir avec les gamins de mon âge. Et j'imaginais pas avoir cette carrière-ci. On fait un petit bond dans le temps, parce qu'au bout de quelques années, 14-15 ans, Ouais. tu viens... alors non, avant même 14-15 ans, tu fais partie du centre de formation de Samuel Eto'o, je sais pas comment ça s'appelle. Non, en fait, bien avant la fondation, j'ai joué dans d'autres clubs. J'ai eu des entraîneurs comme Boumka Diop, avec qui je tiens déjà à remercier et aussi à transmettre mes amitiés. Et, C'est important de se souvenir des gens qui t'ont aidé. oui. Et je jouais dans son club ASVP à l'époque, qui était Association sportive des volontaires pour la paix. On a eu du bon moment là-bas, on a passé du bon moment dans ce club-là. Et j'ai été recruté à Fondesport par le coach Diallo, paix à son âme, avec qui j'ai entretenu de très bons rapports. C'est là que ça devient un petit peu plus sérieux, où tu commences à croire un petit peu au niveau. C'est la fondation de Samuel, c'est ça? Oui, mais croire au niveau, c'est pas au niveau de la fondation, parce que je pense que c'est bien avant. Déjà, la formation, elle a été faite à Yaoundé. Ok. Parce que la fondation, à l'époque, elle prenait que des meilleurs, donc n'était généralement pas formés là-bas. Donc, ils faisaient, à l'époque, c'était un casting des meilleurs, ils allaient dans toutes les régions. Ceux-là qui étaient déjà aguerris pour atteindre certains objectifs pour jouer dans ce club prestigieux à l'époque, parce que c'était quelque chose, en ce temps-là, c'était l'un des top clubs du moment. Et on a fait des recrutements, ils m'ont choisi moi, Diallo, avec qui j'ai eu des très bons rapports, Marie, sa femme, que je remercie d'ici, j'ai vécu chez eux pas mal d'années. Et vraiment, le coach Diallo, il a été fantastique. Ça a été quoi tes plus grandes difficultés dans ton parcours? Parce qu'aujourd'hui, tu es une grande star, enfin je sais que tu n'aimes pas quand on te dit ça, mais tu es un titulaire à Manchester United, enfin tu vois, tu es un leader à Manchester, en équipe nationale, etc.
Mais il y a eu des moments difficiles, et puis même dans ta jeunesse, je crois que c'était pas forcément toujours toi sur lequel on misait le plus, enfin tu t'es battu quoi, comment tu dirais avec tes mots? Moi, là-bas, j'étais un outsider. Une fois arrivé à Barcelone, il y a cette fameuse loi de Platini qui m'empêche de jouer. J'ai dû passer 4 ans sans jouer. C'est incroyable. Ouais, c'était difficile, honnêtement, c'était difficile. Et De 14 à 18 ans. exactement. Et c'était compliqué. C'est où j'ai rencontré mon manager, avec Albert Boutines, avec qui on a fait pas mal de choses. Petit flashback, toi au moment où on te dit le Barça est intéressé par te faire venir à Barcelone, il y a le sourire immédiatement qui arrive sur ta figure, comment ça se Non, passe? parce que ce sont, comment je vais dire, ce sont des moments inoubliables. Je me souviens, j'étais à Douala, j'étais avec le Codialo. Bien avant, il avait appelé ma maman déjà pour leur dire qu'André avait été sélectionné. André a été sélectionné pour le FC Barcelone. Mais ce qu'ils ne m'ont pas dit avant, c'est que je devais aller faire des tests. Et je me souviens, un soir, je crois 2 jours avant le voyage, on vivait à IPD. Je reçois le coup de fil de mon téléphone sur le moment. Ma maman m'appelle, elle me dit André, vous voyagez dans 2 jours, la famille, on va venir t'accompagner comme d'habitude et tout. Ça va bien se passer, on est content de toi et tout. Et j'ai Emmanuel, mon grand frère, derrière qui dit mais dites-lui. Je lui dis quoi? Jean-François, mon autre grand frère, lui prend le téléphone et dit frère, tu es mon petit, je dois te dire. Tu vas au FC Barcelone. Je dis arrête. Barcelone, arrête. il me dit, ouais, non, tu vas à Barcelone. J'ai dit, mais fais quoi à Barcelone? Et 1 heure après, le coach Diallo arrive. Il dit, André, tu sais, on voyage dans 2 jours. Mais toi, prends quelques effets. J'ai dit, mais coach, pourquoi je vais prendre? Il me dit, hé, mon petit, prends des choses. Oh, coach, Diallo. Il me dit, prends des choses. Et c'est comme ça, je mets mes valises dans le sac. La famille vient, ils me disent au revoir. J'arrive à Barcelone. Nouveau pays, nouvelle culture. Il y a des Camerounais déjà là-bas. Je crois qu'on était autour de 18. Alex, non, Alex est venu après. Alex aussi, wow, lui nous a beaucoup aidé. Personnage, Alex. Oui, c'est quelqu'un de top. Hein. Lui, il est venu après. Système, il est arrivé après. J'arrive à Barcelone. C'est chaud, je parle pas la langue, je parle pas anglais, je parle pas catalan, je parle pas espagnol. Tu dois te démerder. Tu peux pas jouer? Je peux pas jouer. Ça, c'est quoi qui a été le plus dur au final? Avec le temps, j'ai eu des moments difficiles dans le football. J'ai eu beaucoup de moments difficiles. Mais avec le temps, j'ai su surmonter ces épreuves-là. Et c'est difficile de dire le moment qui a été le plus difficile. Parce que plus tu montes, plus tu reçois des coups qui sont... C'est fort, c'est Des dur. coups qui sont forts. Et je dis toujours, plus haut tu vas, plus le vent souffle fort. Donc il faut s'accrocher, frère. Tu dois t'accrocher. Et ce moment à Barcelone était... Comment je vais dire? C'était riche en apprentissage parce que je ne pouvais pas jouer officiellement, mais je devais m'entraîner doublement. Parce que le matin, je m'entraînais avec l'équipe de Barcelone et je devais prendre le train en soirée pour aller au niveau de Castelldefels, qui a pratiquement 45 minutes, 1 heure de Barcelone, pour m'entraîner avec une équipe amateur. Ah oui? Oui. Et ça a été riche en apprentissage. Le Barça le savait, ça? Oui, ce sont eux qui m'ont permis. Okay. Oui, ce sont eux qui m'autorisaient de faire ça. Et c'était riche en apprentissage, pourquoi? Parce que j'étais dans le monde réel. Je me rendais compte que je m'entraînais avec des gens qui travaillaient le matin, qui venaient s'entraîner le soir. La prime de match, c'était 100 €. Donc, chaque week-end, les matchs qu'on jouait pour eux, ils me disaient toujours, André, si on gagne 4 matchs, ça fait 400 €. C'est le pain pour mes enfants. Donc, pour ces gens-là, c'était... Tu vois, et j'étais assis constamment avec eux. Je me rendais compte que moi, à la Masia, j'étais dans une zone de confort. Bien sûr. Et quand tu as la capacité et tu as la chance d'échanger avec des gens qui sont plus âgés que toi, des hommes mariés, des travailleurs, tu te rends compte que le monde il n'est pas aussi angélique. Hein. Il n'y a pas que des anges sur terre, il y a beaucoup de choses, il y a des difficultés, il y a des choses que tu devras faire face. Et pour moi, ça a été l'un des meilleurs moments de ma vie parce que j'ai beaucoup appris de ce côté-là. Et quand je suis revenu à Barcelone, parce qu'à l'époque, j'étais le gardien le plus prometteur du centre de formation. Je me souviens... Avec un autre Camerounais, si je ne dis pas de bêtises? Oui, nous étions 3 à la base.
Celui qui a un an de plus que toi, Ondoa? Oui, mais avant Fabrice, il y avait Adamou. Ok, ça je me souviens. Il y a Adamou Yannick qui était là, notre aîné. Adamou, il est parti. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passait? Pour valoriser le joueur, on te le démontrait financièrement, en fonction du type de contrat que tu signais. Et à l'époque, moi, au Barça, au centre de formation, j'ai gagné 900 euros. Et quand j'arrive à 18 ans... C'est ton premier contrat, ça, 900 Mon premier euros. contrat, 900 euros. Et déjà, t'étais bien. Tu fais content Non, l'époque, j'étais bien, mais j'ai eu des scènes difficiles à vivre. J'ai eu des scènes difficiles à vivre. Je me souviens la première fois que mes parents et mes frères arrivent à Barcelone, c'est une fierté pour moi. Bien sûr. Tu vois. Et ils ont fait 2 semaines à Barcelone et tout. Et une fois, ils devaient repartir au Cameroun. Donc, chez nous, c'est quelque chose de culturel. Tu ne peux pas revenir de l'Europe sans faire des cadeaux. Et la maman, elle a toute la famille, le papa aussi, mes frères, tout le monde compte sur moi. Mais mes moyens ne me permettaient pas de soutenir tous ces gens. Et on est entré dans des boutiques, je me souviens, j'ai jamais oublié ça, et ça c'était un message fort. Maman voulait des téléphones pour ses sœurs. Et je ne pouvais pas, parce que je n'avais pas assez. Mon papa, il avait compris. Il avait compris, il m'a embrassé, il me dit non, ça va aller. J'étais en larmes, et merde, je n'arrive pas. Mais je ne pouvais pas, je n'avais pas assez. Et ce sont des moments que j'ai vécu à Barcelone qui m'ont fortifié. Qui m'ont fortifié une fois que j'ai commencé à jouer. Parce que tous, comme je disais, tous se valorisaient en termes de contrat. J'étais avec Lionel Nguéné, on était dans la même catégorie. Fabrice venait de signer avec le Barça B. Il avait, je crois, à l'époque, c'était des contrats standards. Ok. C'était dans les 60 000 euros l'année. Pour un gamin qui passe de 10 000 euros, 12 000 euros l'année à 60 000 euros l'année, c'est quelque chose de... C'est un upgrade énorme. Et je me souviens, je suis avec Lionel, quand il reçoit la première offre du Barça, moi je reçois 100 000. Lionel reçoit 100 000. Merde! Lionel me dit, frère, on signe, les parents doivent vivre, il faut, Andron a travaillé dur, il faut qu'on signe. Lionel signe son contrat. La semaine d'après, il se rachète une voiture. Nissan Qashqai. Ah, ça, je ne peux pas oublier parce que ça m'a beaucoup marqué. Et moi, je suis toujours dans mes 900 euros. Je dis, s'ils ont proposé 100 000, je peux avoir 110 000. C'est comme ça que j'essaie de gagner du temps. Mais je ne sais pas pourquoi je le fais. Je le fais comme ça. Naturellement. Naturellement. On m'appelle au bureau, on me dit, André, regarde, le club, on compte sur toi, il m'explique le projet, il y a Testegen qui va venir, il y a Bravo qui vient. André, tu es un gardien prometteur, on compte sur toi, raison pour laquelle le club t'a supporté 4 ans. Et toi, tu vois que financièrement, on est en train de démontrer qu'on compte sur toi. J'ai dit oui, effectivement, c'est où je parle avec mon agent. Il me dit, André, c'est une bonne opportunité. Tu vas jouer à Barcelone, je parle avec mes parents. Le papa me dit, André, Barcelone, c'est un club top, c'est l'un des meilleurs clubs au monde. Donc, il faut que tu prennes tes responsabilités. Moi, peu importe la décision que tu vas prendre, la famille va te soutenir. Décembre, je dis, au club, il n'y a pas de souci, on va signer en janvier. Je rentre au Cameroun avec la famille et le 28 décembre, pardon, nous sommes, à l'époque, notre petite maison, il y avait une bonne petite véranda, nous étions tous assis en famille et tout. Tous les matins, on s'asseyait, on échangeait sur tout. Mais chez nous, les conversations sont folkloriques. Il y a des cris, il y a des pleurs, il y a la joie, danser. C'est un peu de tout. La vie. Il y a de la vie, on fait dans décembre, il y a des vacanciers, il y a c'est tout le monde. Comment je vais dire, c'est tout le monde qui vient pour passer les fêtes ensemble et tout. Le 28 décembre, 28 ou 29 décembre. À 11h, mon manager m'appelle. André, Mira, André, écoute, regarde, j'ai quelque chose de bien pour toi. Et je pense que ça va t'intéresser. Je lui dis, tu as quoi? Je lui dis, tu as quoi? Barcelone, là, ils sont passés à un peu plus? Il me dit, non.
l'Ajax Amsterdam te veut comme numéro 3. J'ai dit, quoi? L'Ajax Amsterdam? Il me dit, oui. Mon frère écoute, parce que j'ai un frère avec qui je me discute tout le temps, Bomba Onana. Et lui, quand il entend ça, il me dit, toi, tu peux jouer à l'Ajax Amsterdam, laisse. lui, donc lui déjà, en fait, il me fait, je me sens tellement mal, je dis non, c'est pas vrai, je n'ai pas les capacités pour jouer à l'Ajax Amsterdam. Et mon manager me dit, André, j'ai la proposition, je t'envoie ça par mail. À l'époque, c'était des cybercafés. Il me l'envoie dans mon mail. Emmanuel, on en a mon grand frère et moi, on prend une moto, on est dans un cybercafé, je me connecte, je tire mon billet d'avion, je rentre, toute la famille m'attend. Hein. On reprend la même moto. La moto nous laisse, on paye le motoman. On monte. Mon frère se rend compte que mon billet d'avion est en business. Donc, en fait, c'est ce billet d'avion-là qui me donne quand même cette lueur d'espoir. Hey, ça peut vraiment être l'Ajax compte sur moi. Hein. Non, à ce moment-là, je ne me dis pas que pour moi, c'était déjà intégrer un groupe professionnel. Et je me dis, waouh, l'Ajax Amsterdam, on m'envoie un billet d'avion business. On me dit, André, le train, tu dois prendre l'avion. Je n'ai même pas encore lu mon contrat. Je prends l'avion, j'étais assis à 1A. Je fais une photo, j'envoie à la famille que non, je suis en business. C'est d'où je commence c'est à partir de ce moment que je commence à vivre le professionnalisme. Et j'arrive à Amsterdam et tout. J'avais un petit shirt, je n'étais même pas préparé pour le froid, je ne parle pas anglais. Je ne connaissais personne, j'arrive à l'aéroport. Je me dis, bah attends, quand tu viens signer pour un club, on devrait t'accueillir. Non, il n'y a personne. J'arrive, je suis encore seul. Mon manager, il arrive quelques heures après, il me récupère, il m'amène à l'hôtel. Il me parle du projet, il me dit, André, Marc Overmars nous a contactés. Le directeur sportif de l'Ajax à l'époque, parce que j'ai joué 6 mois uniquement à Barcelone. J'ai joué que 6 mois. Et encore, c'était quoi dans l'équipe B? Tu jouais dans quelle équipe? Dans la Youth League? Je jouais la Youth League, précisément. Et on a joué l'Ajax Amsterdam, en aller-retour. Moi, j'ai joué 6 mois, de juin à décembre. Il me dit, André, on a le contrat de Barcelone, on a le contrat de l'Ajax. Le projet sportif, il est meilleur. Financièrement, il est meilleur. C'est vrai que ça va être difficile pour le début, mais je pose là, sur la table. J'ai choisi. Je signe le contrat de l'Ajax. Maintenant, j'ai une difficulté. Tu avais regardé les montants quand même ou même pas? Oui, j'avais quand même regardé les montants, mais c'était un peu plus que ce que Barcelone me proposait. Mais la difficulté après, c'était d'informer Barcelone, parce que j'étais sous contrat jusqu'en juin. Tu vois, et je ne pouvais pas rentrer comme ça à Barcelone. Parce qu'eux, ils m'attendaient. Moi, j'ai fait un choix fort. Moi, je n'ai pas peur de prendre ce genre de décision. Si je vois que c'est pour le bien général, je vais le faire. Je n'ai pas peur d'appuyer le bouton. Et on informe Barcelone qu'André a signé à l'Ajax. Mais il faut que je rentre à Barcelone, rester de janvier en juin. Problème. Je ne peux plus rentrer parce que tu n'es plus le bienvenu. Wow. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, je discutais avec les dirigeants de l'Ajax et je leur dis, il faut que je reste. Parce que si je repars à Barcelone, ça va être compliqué, ça va être presque impossible pour moi de vivre. Vous savez comment ça se passe, on va te mettre on va te mettre de côté, ça va te faire de la misère. Et c'était compliqué. C'est comme ça que j'ai signé à l'Ajax. T'es pour être le numéro 3, on est d'accord? Oui, pour être numéro 3. Jasper Siles est le numéro 1, Didier Rigbo est numéro 2, André Onana numéro 3. Pour moi, déjà, c'était une fierté. J'ai intégré l'équipe professionnelle. Je me dis, t'as un salaire, t'as un contrat pro. Je suis là, j'ai ma petite voiture, mon petit appart et tout. J'étais avec madame. Tu vis ton rêve? Non, tranquille, au calme. Au calme, j'étais à l'aise, honnêtement. Non, mais je gagnais bien. Vous savez, pour mon jeune âge, je gagnais quand même bien ma vie. Franck Debout était coach. En fin de saison, il est parti. Le nouvel entraîneur est arrivé, il me dit, Peter Bosz, avec qui j'ai une relation exceptionnelle. Il arrive, il me dit, je compte pas sur toi. Tu es jeune. Il t'avait vu jouer ou même pas du tout? Aux séances d'entraînement. Okay. J'étais bien aux séances d'entraînement. Carlo Lamy, je me souviens, l'entraîneur des gardiens, il me dit, André, voilà, là, il y a Spa qui part. On a dit au coach de te faire confiance, mais il dit que tu es jeune. Il faut que tu partes. On me met de côté.
Je m'entraîne avec la réserve, parfois seul. Et c'est compliqué, peut-être pendant 1 mois et demi, 2. Si les scènes étaient sur le point de signer pour Barcelone, et ils avaient fait le choix de Tim Krul déjà de venir le remplacer. Et avant ça, avant qu'il arrive, il y avait 1 ou 2 matchs de transition, de passation de service. Et le coach me voit au niveau du parquet, Peter Bosz, il m'appelle. André, demain, tu passes à mon bureau le matin, avant la séance d'entraînement. J'arrive à la maison, je dis à ma femme, à ma copine de l'époque, Mélanie, qui aujourd'hui est ma femme, je lui dis, bah, on m'a convoqué au bureau. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Je dis, c'est chaud. Peut-être j'ai pris du poids. Non, je me remets en question. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Pourquoi je suis convoqué? J'arrive le matin, j'ai de la pression à tous les niveaux. On me dit, tomorrow, I start with you. Good luck, all the best. T'es dans quel état là? Mais j'étais dinguerie, là. J'étais une dinguerie, j'avais peur. Bah oui. J'avais jamais joué un match aussi important, j'avais jamais joué dans un stade aussi grand, j'avais jamais joué un match devant autant de spectateurs. En pro, j'étais jeune. Moi, je jouais à la réserve, j'étais 3e gardien, je jouais en réserve, je jouais des matchs devant 5 000, 10 000 max. Moi, tu peux me mettre devant 50 000 personnes. J'avais quel âge? 19 ans. Et j'arrive à la maison, j'appelle Mélanie. Et elle est toujours fâchée contre moi pour ça. Parce que je voulais pas qu'elle assiste au match. Ok, pourquoi? Parce que j'avais peur de rater. Ouais. Et je lui avais dit, je peux pas que tu viennes. Parce que, en fait, j'avais peur. Oui. J'avais tellement peur. Et elle a fait un truc exceptionnel. Elle a pris l'avion, elle est partie aux États-Unis voir sa maman. Oui, pour me laisser au calme. Elle est partie, on parlait et tout, à la veille du match. Je parlais avec Alexandre Song, Alex, et je me rends compte que je suis dans la conversation avec lui, mais lui me parle d'autre chose. Il veut pas parler foot, il parle pas foot. Je lui dis, mais je vais jouer demain, il me dit, je sais. Raison pour laquelle je te parle pas du football, parce que je veux que tu oublies. On peut dire, c'est un moment historique pour toi, c'est un moment qui est décisif. Tu échoues demain, c'est peut-être ta fin. Il faut pas que tu penses à ça, il faut que tu penses à tout. Sauf au football. J'appelle la maman parce que moi, j'ai ce côté-là. Je suis, comment je vais dire, je pense toujours négatif. Ah ouais? Oui, même quand je vais jouer des matchs, en fait, je veux gagner, mais je me prépare toujours pire. Ok. Donc j'appelle la famille, j'appelle la maman au Cameroun, j'appelle les frères, je leur dis, je vais jouer demain, mais ça peut être la dernière. Ça peut être mon dernier match. Oh. Parce que si ça se passe mal, un gardien africain, il est noir, c'est compliqué. Vous savez, aujourd'hui, et cette conversation, je l'avais avec Mendy et Mike. Mike Maignan. Ouais. Et d'où Mendy? Et oui, on s'entend super bien. Super mec. Oui, ils sont top. Ces deux-là sont top. Ce sont des conversations que, aujourd'hui, c'est facile. Il y a beaucoup de Renois au niveau. Nous sommes fiers de les voir parce qu'ils font très bien les choses. Mais j'étais le premier. C'est vrai. C'était difficile d'accepter ça. Et je me souviens, ce match-là, il avait commencé à la perfection. Première minute de jeu, ou la deuxième, on jouait Willem Tsou, on mène 1-0. Mais on perd le match, 2-1. Donc par définition, tu prends 2 buts. Par définition, je prends 2 buts. Et l'Ajax Amsterdam a perdu avec un Africain au goal, qui est inexpérimenté. Moi, je supporte ça comment? Je suis jeune, je suis seul. Madame est partie aux États-Unis. La pression de ça, je vis ça comment? Et comment tu l'as vécu alors? Bah, je m'enfermais chez moi. J'avais peur. La chance aussi, c'est que je ne comprenais pas l'hollandais. Et honnêtement, tu avais été bon ou les 2 buts, tu peux faire quelque chose ou tu peux rien faire? Toi, tu t'es senti comment en tout cas? L'équipe a perdu. Le plus important, c'est la victoire finale. Parce que la règle du football, pour moi, j'ai dit la règle principale du football, c'est toujours de marquer un but de plus que l'adversaire. Peu importe que vous encaissez 10, mais si vous marquez 11, vous gagnez le match. À partir de là, même si tu fais le match de ta vie mais que vous perdez, ça sert à rien. Ça sert à rien. À partir de là, ça devient compliqué. Donc, chaque fois que tu allumes ta télé, tu vois ta tête, mais tu comprends rien. C'est la chance que j'avais. Mais j'étais dans mon coin, tranquille. Et moi, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu des moments difficiles.
si tu veux bien, on va continuer à dérouler un peu le fil de ta carrière. Il y a quelque chose, j'avais prévu d'en parler plus tard, mais tu as tout de suite rebondi un petit peu sur les images des gardiens noirs, qui s'apparentent à du racisme, hein, parce que dans le milieu du football, il y a une espèce d'image qui a eu longtemps en tout cas, sur le gardien noir peut avoir des qualités physiques, tout ce que tu veux, etc., mais est moins fiable. Comment je vais dire, c'est ce qu'on a laissé croire. Bien sûr. Ce qu'on a laissé croire, Mike, il est en train de faire un travail exceptionnel. Et avant nous, on a eu des aînés qui ont fait Bien pas mal de sûr, bonnes Bernard choses Lama, Joseph-Antoine Bell. Exactement, Thomas Nkono, Sonko, Idriss Carlos, Kameni, ils sont en train de faire des choses exceptionnelles. Après, c'est la perception qu'on a toujours. En fait, nous, on nous a toujours catalogué. Mais tu l'as ressenti, ça, ce Beaucoup, racisme? Bien sûr. Et on nous a toujours parlé de concentration. Ouais. C'est le mot. Mais après, je pense pas que ce soit quelque chose d'important parce que la fin de la journée, les faits sont là. Nos aînés l'ont fait. Il y en a qui ont fait mieux que nous. Et toi, comment tu l'as senti, toi? Comment on te l'a fait sentir ou comment tu l'as senti, cette espèce de racisme un peu sous-jacent, un peu vicieux? Moi, la plupart du temps, honnêtement, aujourd'hui, c'est derrière nous. Hein. Bien sûr. On ne vit pas, grâce à Dieu, c'est l'histoire ancienne. Mais la plupart des clubs dans lesquels j'ai joué, j'ai toujours été le premier noir ou le premier africain. Donc, ça peut être bien vu comme... Pas bien vu. Tu ressens le traitement, que ce soit médiatique, mais après, ça c'est il y a longtemps. Tu vois quand les choses ne se passent pas bien. Par tes coachs, tu l'as ressenti ou non, par des gens de... toujours été... par le public, ça, oui, j'imagine. Oui, mais après, même la presse, Bien sûr. On tape sur les mêmes. On tape sur les mêmes quand ça se passe pas bien. Mais après, c'est loin derrière. Aujourd'hui, on vit une autre époque. Et moi, tu le sais pas, mais je t'ai vu jouer quand tu as 16-17 ans. Je suis à la Masia pour venir voir jouer un de tes coéquipiers, etc. Et je vois un gardien qui est à 30 mètres de ses buts, qui gueule sur tout le monde, qui a un jeu au pied fantastique. Et toi, est-ce que tu te souviens de cette période-là? Et est-ce que tu te souviens que, techniquement, déjà, tu étais parti pour être le joueur d'aujourd'hui? Oui. C'est-à-dire un joueur qui prend des risques, un joueur qui n'a pas peur. Oui. Parce que tu me dis que tu imagines toujours le pire. Non, j'imagine toujours confiance incroyable. J'imagine le pire parce que ma façon de jouer aussi, c'est, comment je vais dire, j'ai la lourde responsabilité de changer les mentalités. Et à Barcelone, c'était accepté, mais dans mon pays, c'était pas accepté jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à il y a quelques jours là. Je me souviens la dernière CAN au Cameroun, je fais 2-3 pas en avant, on dit tout le stade dit waouh, ils comprennent pas et tu vois, nous étions encore à l'ancienne. Mais aujourd'hui, c'est une fierté pour moi de voir. Mes petits frères, ils prennent plus de risques que moi. Quand je les vois, je lui dis, mais attends, il faut que je mette des médicaments à côté de moi, on ne sait jamais. Ils prennent tellement de risques. Tu as été inspiré par Manuel Neuer, et maintenant, c'est toi qui en inspires d'autres. Oui. Chacun à son non, échelle. je comprends, mais c'est juste que, mais il y en a qui jouent avec le feu. Je dis, mais... Ben moi, c'est ce que je me suis dit parfois avec toi, hein, je te dis la vérité. Hein. Non, moi, à la base, je ressens pas ce que je fais. Moi, je fais instinctivement. Moi, je calcule pas. Pour moi, la chose la plus importante, déjà, quand il y a un goal kick, un 5m50, la première chose, c'est de savoir qui me pressionne. Si c'est le 7, si c'est le 9 ou si c'est le 11. En fonction de là, je me prépare à casser la ligne de pression. Explique-moi, c'est super intéressant. Qu'est-ce que ça change? Ça change beaucoup de choses. Parce que si le milieu de couloir saute sur moi, ça veut dire que celui qui est en face de moi doit venir pour faire le triangle. Mais ça, ce sont des automatismes que tu travailles avec l'équipe. Et aussi, c'est important de savoir avec qui je joue, de connaître mes joueurs. Si je joue à une défense à 5 ou une défense à 4, en fonction de là, je m'adapte. Tu vois, avec les gens avec qui je échange, on me dit, oui, André, tu es un super joueur au pied. Non, c'est pas que tu es un super joueur au pied, c'est juste que je prends des bonnes décisions. Parce que des joueurs qui jouent avec moi me le permettent. Ils me donnent des opportunités et je les saisis. C'est pas le pied, c'est la tête. Les pieds exécutent à la fin de la journée. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je joue à 4, les deux défenseurs centraux, ils sont ouverts. Le numéro 6, c'est un joueur technique, qui est plus technique que les défenseurs centraux. Par contre, quand je joue à défense à 5, c'est un défenseur central qui est juste en face de moi. Il y en a des défenseurs centraux qui sont top avec le ballon, mais la majorité ont la difficulté de se retourner. Donc je dois faire attention quand je vais faire le triangle, parce qu'une fois que je lui donne à lui, s'il ne parvient pas à se retourner, il me donne à moi. Et t'es pressé. Et immédiatement, ce joueur qui l'a pressé à lui, comme la distance est courte, il va sauter sur moi. Et je me retrouve en difficulté. Parce que quand on joue en 5 et qu'on veut vous presser, immédiatement l'adversaire passe à 1 contre 1.
Donc, ils sont des tactiques, ils sont des schémas de jeu qu'il faut maîtriser. Et moi, je ne les maîtrise pas que. Donc, en fonction de l'adversaire, je me prépare déjà au type de pression qui vient. Et j'ai déjà anticipé mes sorties de balle. Mon garçon, on a quelqu'un qui voulait te passer un petit message. C'est vieux. Ouh, Théo Chandry. J'espère que tu vas bien là depuis toutes ces années. Moi, pour ma part, je garde de super souvenirs de nos années passées à la Masia, de pas mal de moments qu'on a pu vivre ensemble. T'as été un grand frère pendant toutes ces années au centre de formation et j'en garde un super souvenir. Donc ça me fait vraiment plaisir de voir ton évolution. Et dis-moi, j'avais 2 petites questions à te poser là. Qui est pour toi pendant toutes les années que t'as passées à Can Barça le joueur le plus talentueux, le joueur vraiment au-dessus de tout le monde. Et d'abord pour le contexte, parce que le grand public le connaît pas, mais Théo Chandry, c'était un grand talent à la Masia. C'est le premier Français formé à la Masia. Mais lui, il a été en difficulté avec. Lui, il a traversé ce que j'ai traversé. Oui, il a été suspendu. Il a été suspendu. Avec la fameuse loi je crois, de Platini, qui a été... En tout cas, qui interdisait aux Européens de partir à l'étranger avant 16 ans. Avant 16 ans, et non, avant 18 ans. Voilà. Ouais, moi, c'était avant 18 ans, exactement. 18 ans. Donc, vous avez connu un petit peu la même galère. Oui. Et lui, à ce moment, pour te dire que le football, c'est cruel, c'est-à-dire que lui, à ce moment-là, il y a la terre entière qui se bat pour lui. Ouais. Real Madrid, Manchester City, Chelsea, enfin, tout, la terre entière. Il passera pas. Et toi, t'es évidemment un grand talent à ce moment-là, mais t'es peut-être pas le numéro 1 des numéros 1 à ce moment-là. Et tu deviens un immense joueur. Ouais, Théo. C'est dur, hein, le foot. Non, c'est difficile, parce qu'à la fin de la journée, le football choisit ses joueurs. Ils sont généralement pas les meilleurs qui arrivent. Parlant de Théo, j'ai des très bons souvenirs. Hein. Mais Théo, c'était un joueur exceptionnel. Type Iniesta. Entre lignes, il était exceptionnel. Après, la difficulté, c'était de traverser ce pont-là pour passer en première équipe. C'était difficile parce que nous, on a connu le meilleur Barça de l'histoire. La gueule de la concurrence. C'était compliqué. Donc, c'était vraiment compliqué pour tous. Hein. La raison pour laquelle nous sommes partis. Hein. Moi aussi. Hein. Ben oui. C'était vraiment compliqué. Et aussi, le football est cruel parce qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Une fois que tu es un gardien jeune qui va fermer les goals pendant 15 ans, tu imagines le nombre de gardiens qui vont passer après lui? C'est clair. Il y en a plein. Et pour répondre à sa question, le meilleur talent que tu as vu passer à ce moment-là, c'était qui? Vas-y. Lui? Ah ouais? Ouais. Ok. Il était incroyablement fort. Et mon bon petit Ansu Fati. Malheureusement, les blessures ne le lâchent pas, mais je sais qu'il va revenir et qu'il fera beaucoup de bonnes choses. Alors, la deuxième question de Théo. Théo Chandry. Et deuxième petite question, j'ai le souvenir aussi quand on était en U17, U18, t'étais le gardien numéro 1. Et il y avait souvent avec nous qui montait Iñaki Peña, qui est actuellement le gardien. En plus. On pourrait dire numéro 1 du Barça actuellement. Lui, il était souvent sur le banc. C'est vrai qu'il était un peu plus jeune que toi, mais bon, pour moi, t'étais vraiment au-dessus de lui. Le fait de le voir aujourd'hui, peut-être gardien numéro 1 du Barça et toi dans d'autres horizons et tout ça, est-ce que tu te dis pas, tiens, c'est vrai que ça aurait pu être moi, c'est vrai que je suis parti très tôt et aujourd'hui ça pourrait être moi, pourquoi pas le gardien du Barça? Est-ce que tu aurais l'envie, pourquoi pas un jour de faire un retour au club en tant que numéro 1 voilà, est-ce que ça te passe par la tête? Est-ce que c'est un peu un objectif ou alors est-ce que c'est pas une option pour toi? Voilà, en tout cas moi ça me ferait vraiment plaisir de te revoir un jour au Barça, gardien numéro 1, ça serait vraiment une fierté et voilà. Bon, en tout cas je te souhaite le meilleur pour la suite, prends soin de toi. Et à la prochaine, salut. Théo Chandry, parle d'Iñaki Peña. Iñaki, je suis content pour lui. Vous savez. Ce sont des jeunes que j'ai encadrés quand j'étais au Barça et le voir jouer de ce côté-là, c'est une fierté. Et j'espère qu'il pourra continuer de nous faire rêver parce que nous sommes tous fiers de lui. Il représente notre maison, ce club-là qui nous a fait grandir, ce club-là qui nous a beaucoup apporté. Et ici, je lui souhaite tout le bonheur du monde. Et pour répondre à la question de Théo, est-ce que toi t'aimerais, est-ce que tu y as pensé, en tout cas en le voyant numéro 1 au Barça, est-ce que tu t'y as, bah tiens, si j'étais resté, j'aurais pu, et est-ce que tu aurais envie de revenir un jour? J'ai fait des choix forts et aujourd'hui le temps m'a donné raison. Je suis content d'être où je suis, je suis content d'avoir la carrière que j'ai. Si c'était à refaire, je referais la même chose.
Mais elle n'est pas finie. Non, pas encore, mais après, je suis le gardien de Manchester United. C'est un club immense, c'est un club fantastique. Iñaki Peña, ce qu'il fait de ce côté-là, c'est quelque chose de bien. Il est espagnol, il a grandi là-bas. Et c'est vrai qu'il a eu quelques sorties, je crois, en Turquie, au Galatasaray. Et aujourd'hui, il est rentré à la maison pour ce club-là qu'il a vu grandir. C'est quelque chose de bien. Mais moi, je suis bien ici. Barcelone, c'est ma maison de toute façon. Je suis concentré à Manchester United. Fin du flashback, on retourne à l'Ajax. Ouais. Et au moment où la fusée décolle, donc on a compris qu'elle a décollé sur une défaite. À un moment où tu te dis, ça se trouve, c'est mon dernier match. Oh, oui. Et comment ça rebondit bien? Parce que Dieu est grand. C'est tout ce que Dieu fait bien. Je me souviens, Jasper Cillessen avait fait pratiquement 4 ans à l'Ajax, sans arrêter un penalty. Et notre deuxième match, on joue Go à Etigo à l'extérieur. À la 17e minute, Davison Sanchez cause un penalty. Je me souviens, je cours vers lui, je lui dis, frère, t'as même pas pitié de moi. C'est moi qu'on va critiquer, c'est moi qu'on va... c'est de moi dont on va parler si on perd. Il me dit, non, André, je l'ai pas touché et tout. Et l'arbitre a validé le penalty et tout. Il est confirmé. Je me mets sur la ligne de but. Je dis, attends, André, va à droite. S'il marque, il a marqué. Et je décide de me lancer à droite. Boum. Je baisse sur le bon côté. J'arrête ce penalty. Ils vont gagner 1-0. Je suis homme du match. À partir de là, je commence à gagner en confiance. Je commence à gagner en confiance. Tim Krul arrive. J'ai joué 4 matchs. Je suis à une défaite, 3 victoires. On ne peut pas changer. Il faut attendre qu'il y ait une défaite ou que je commette une contre-performance. Voilà. Et j'aligne de bonnes performances. On ne fait que gagner. On ne perd pas de match. C'est d'où vient le problème avec la CAN. Tim Krul me fait appeler. Il me demande, my friend, what you gonna do? You go to the AFCON. Je lui dis, I don't know. Et à l'époque, je n'étais pas titulaire de l'équipe nationale du Cameroun. Est-ce que tu veux aller à la CAN? Si je vais partir, il me dit, il faut que tu partes en CAN et tout. Donc, comme ça, il récupérait la place. Directement. Et moi, je parle avec le président de la fédération de notre pays à l'époque, Tombia Roko. Je lui explique la situation, que venir en CAN, maintenant, pour moi, c'est pas... Tu pas ta place, quoi. Un, ça me fait perdre ma place. Et deux, pour mieux servir le pays, il faut que je me consolide. Il me dit, je vais parler avec le coach et je te rejoins. La période là, je n'étais pas titulaire. J'étais numéro 3. Et il me dit, André, je pense que le meilleur choix, c'est que tu restes et que tu joues. C'est que tu restes et que tu joues. C'est comme ça que le Cameroun me libère. Et c'est cette année qu'on arrive à jouer, en finale d'Europa League contre Manchester United. Et je me souviens... Mais c'est cette année aussi où tu rates, du coup, la victoire à la CAN. Oui. C'est l'année où le Cameroun... C'est l'année où on se consacre champion. On a été exceptionnels. Ils ont fait vraiment une performance top. Et ça a rendu tout le Cameroun. Ça a été dur pour toi, quelque part? Parce que tu es sûr de toi sportivement, machin, mais à vivre au moment où tu vois tes potes en train de gagner la CAN... Non, honnêtement, c'est quelque chose d'exceptionnel, gagner une CAN. Pour nous, Africains, il n'y a pas plus grand que la CAN. Il n'y a pas plus grand que la CAN. Tu veux être là-bas, mais après, il faut faire des choix. Parce qu'aujourd'hui... Qui t'ont donné raison. Oui, le temps m'a donné raison, certes, mais aujourd'hui, je suis fier de ce que je fais pour mon pays. Et aujourd'hui, on est fier de dire qu'il y a un petit Camerounais qui est gardien à Manchester United. J'espère que demain, on dira qu'il y aura, après André, on a un autre Camerounais. Et après demain aussi, que nos petits frères qui nous dépassent. Parce que vu ce que je vois là, ils seront meilleurs que nous. Donc, c'est une fierté. Petite parenthèse encore, si tu veux bien, parce que je fais un lien encore, je te l'ai dit un petit peu en off tout à l'heure, je trouvais que tu avais certaines similitudes avec Mike Maignan, que je sais que tu aimes beaucoup. Ouais, c'est mon gars, Mike. Eh ben, je veux bien que tu me parles de lui, s'il te plaît. Mike Maignan, par André Onana. Mike, c'est un superbe gardien. C'est une très bonne personne. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. On s'est joué plusieurs fois. Hein. Déjà, j'étais à l'Ajax. Lui, il était à Lille, en Champions League. Ce match, Ajax-Lille, c'était le duel des gardiens. J'entendais parler de lui, et lui aussi, il entendait parler de moi de ce côté-là, de mon côté, de l'Ajax et tout. Et je me disais, voilà un concurrent sérieux. Donc, il faut sortir la tirer l'autre. Parce que ce qu'on oublie, hein,
Et ce qu'on devrait comprendre, dans le match, il y a des petits matchs. Si le gardien en face démontre qu'il a un bon jeu au pied, je dois démontrer que je suis meilleur. Il fait une très bonne relance, je dois démontrer que je suis meilleur. S'il fait une bonne sortie, je dois me démontrer que non, je suis meilleur. Et j'ai tout le temps vécu ça avec Mike. On a joué à l'Ajax Amsterdam Arena, on a gagné 3-0. Il avait fait un super match, moi aussi. À Lille, contre eux, on les a battus 0-2. J'étais homme du match. À l'époque, Osimhen était attaquant. Et c'était un très bon match. Pour nous, des jeunes et tout, moi, j'avais enjoyé. C'était une émulation, quoi. C'était une concurrence qui te faisait progresser, Non, qui vous faisait progresser. exactement, c'était une concurrence qui me faisait progresser et tout. Et moi, j'ai beaucoup kiffé. Honnêtement, tu kiffes plus quand tu gagnes. Bah, évidemment. Tu vois, quand tu gagnes, t'es souriant et tout. Moi, on se parlait pas. On se parlait pas, lui et moi. À la fin du match, je le regarde comme ça. Il va au vestiaire. Je me dis, mais on peut moins se... Tu vois, mais c'est ce côté gagneur là. Ah, c'est un gagneur. C'est ce côté gagneur là. C'est un animal. Que j'apprécie, que j'ai beaucoup apprécié. C'est quelqu'un qui veut gagner et il travaille dur pour gagner tout le temps. Mais la meilleure partie, c'est quand j'arrive à l'Inter. Mike Maignan est le patron de la ville. Il a gagné le Scudetto. Il est champion d'Italie. Meilleur gardien d'Italie. Moi, j'arrive à l'Inter. Simone Inzaghi dit... Ton coach à l'époque? À l'époque, il dit... Mon gardien titulaire, ce sera pas Onana, ce sera Sami Handanovic. Quand j'arrive déjà avec les boules. Des boules gonflées comme ça. Je dis merde. J'arrive et je commence comme numéro 2. Et Maignan m'a fait... Marc, pour la petite histoire, lui m'a fait jouer titulaire. Indirectement. Raconte-moi ça. On joue le derby, Milan-Inter. Moi, je suis sur le banc de touche. Nos 10 premiers matchs à la saison-là, on ne gagnait pas assez tôt. C'était tout le temps, c'était difficile. Ouais, Simone Inzaghi ne va pas continuer, il ne va pas continuer. C'était tout le temps négatif. Et on joue le Milan AC. On perd 3-1. Sami Handanovic n'avait pas fait un superbe match. Par contre, Mike Maignan avait fait un énorme match. Et mes coéquipiers commençaient déjà à pousser. Il faut qu'on laisse un peu André jouer. Donc, c'est ce match-là qui a un peu fait le déclic. Il est Renoir, je suis Renoir. Et à Milan, on voulait ça. On voulait voir qui est le meilleur. Qui est le king de Milan, quoi. Oui. Tu vois, et à partir de là, moi, on commence à me faire jouer en Champions League. Je joue le Bayern, ça se passe bien, je joue Barcelone. Après, on me donne tout. En championnat, on joue la Super Coupe à Riyad. On gagne 3-0. On joue en championnat. On gagne 1-0. Je fais 2 derbies, 2 clean sheets. Demi-finale Champions League. Nous, on se qualifie contre Benfica. Le Milan AC gagne Napoli. Demi-finale, Milan, Inter, Mike Maignan. Je me souviens au club, on me dit, André, l'UEFA veut l'interview de Mike Maignan et d'André Onana. Inter a validé, le Milan a refusé. Et le club dit, si eux, ils refusent, nous aussi, on refuse. Je dis, mais pourquoi on peut... La ville était paralysée. Pourquoi? Parce que on a eu à jouer des matchs, mais ce match-là, l'ambiance était un truc de ouf. Pour nous, on avait plus de pression parce que la dernière fois que cette confrontation s'était jouée, c'était en 2003. Et le Milan AC avait gagné. Et on n'arrêtait pas de nous rappeler ça. Que si vous perdez, vous allez rester dans l'histoire comme ceux-là qui ont perdu contre le Milan AC en demi-finale de Champions League. Et c'est inacceptable. La dernière fois que ce match s'est joué, c'était il y a 20 ans. Et le Milan recevait au tunnel, Mike et moi, on se voit. Mais personne ne peut sourire. Parce que les enjeux sont énormes. Ben oui. Les enjeux sont énormes. Et on se voit. Je lui dis à l'oreille, peu importe ce qui se passe. On se parle après le match. Parce que ce match-là a décidé du futur de toute une ville. Bien sûr. Nous, on voulait gagner. Eux aussi. Ils étaient bien préparés. Nous aussi. Et on jouait à l'extérieur. C'était un match. C'était top. On a fait un match exceptionnel. On a gagné 2-0. Match aller.
Une fois que l'arbitre a sifflé la fin, nous sommes immédiatement entrés au vestiaire. Mike et moi, on ne s'est pas parlé. Pourquoi? Parce que nous, on préparait déjà le match retour. Et on avait plus de pression au match retour. C'était la période des remontadas. C'était la période des remontadas et nous, on s'est dit non. C'est pas avec nous. Pas pour nous. Pas, non. Et ça a été l'un des matchs les plus difficiles pour moi d'approcher. Parce que tu as gagné, tout le monde s'attend à ce que tu passes. Mais qu'est-ce qui va se passer si on vous l'a fait, cette remontada? C'est difficile pour nous de vivre. Les supporters n'arrêtaient pas de venir nous dire on s'en fout de la finale. C'est important. Mais la chose la plus importante, c'est de taper le bilan AC. Gagner le bilan AC. Et on avait cette chance, non, d'avoir Handanovic qui prenait les balles pour nous. Chaque fois qu'il venait, il disait c'est moi. Ne parlez pas de mes petits. Il nous protégeait. Des éléments, on était cachés. Ok, capitaine, ok, prends les coups pour nous. Non, et comment ça s'est réglé avec Mike alors? Le match retour. Nous sommes au tunnel. C'est Inter qui reçoit. Ah non! Avant même déjà, avant le match, j'ai signé à l'Inter. Je suis à l'aéroport, je vais sur Paris. Mike va sur Paris, on est dans le même vol. Quand tu arrives à l'Inter? Quand j'arrive à l'Inter. De l'Ajax à l'Inter, ok. Oui, j'arrive à l'Inter. Ok. Je dois rentrer sur Paris. Ok. Mike et moi, nous sommes dans le même vol, on se voit à l'aéroport. Ok. Je lui dis, frère, ça va jouer fort. Il me dit, frère, I was born ready, je t'attends. Ah, mais c'est bon ça. Ouais, c'était trop bien. Ça, moi, ça a été la meilleure rivalité pour moi. Ça a été celui-là avec qui j'ai dit, ouais, toujours. Il y a eu Cristiano et Messi, et t'as Onana et Mike Maignan. Ah, oui, je rigole, mais non, ça. à ce niveau-là, non, mais nous, c'est quelque chose. En fait, nous, on est bien, tu vois. Bien sûr. C'est vrai qu'il veut gagner, je veux gagner. Jusqu'à présent, je n'ai pas perdu contre Mike. Je crois en 6 rencontres ou 8, j'ai toujours pas perdu. Mais c'est... Ça, c'est le genre de truc qui va l'énerver, ça, tu le sais. Mais c'est la réalité. Gentiment, hein, mais... c'est la réalité. T'as créé une motivation forte, là, pour le prochain match de... Lui, c'est un gagneur. Ah, de fou. C'est un gagneur. Et moi, j'aimerais rejouer contre Mike. Et est-ce que vous êtes vraiment parlé sur la durée avec Mike, tu vois? Oui. Oui, après le match, on a parlé. Tu vois, il m'a envoyé un long message de félicitations et tout, frère. Continue, tu fais bien les choses. Merci. Et j'ai beaucoup apprécié. C'est top. Beaucoup de respect. Et il fait des bonnes choses pour l'équipe nationale de France. Donc, on le suit, on est fiers de lui. Et le monde s'est dit beaucoup de choses que je ne peux pas révéler ici, malheureusement. L'Inter, pour moi, c'est un petit peu... donc, le début est difficile, tu l'as rappelé. Mais après, tu marches sur l'eau. Enfin, pour moi, c'est un peu le moment où tu es au plus haut niveau mondial. C'est le moment où le très très grand public te découvre aussi. Le football, c'est un jeu collectif. C'est vrai que c'est le sport individuel. C'est le sport collectif le plus individuel à la fin de la journée. Mais avant ça, on a fait de belles choses avec l'Ajax aussi. Bien sûr. Et puis vous avez fait des matchs incroyables. Enfin, vous tapez le Real, vous tapez... Exactement. Il y a des moments fous, quoi. Non, mais on a des choses tellement... Le football, ça nous a tellement fait des choses. Je me souviens, notre première année en Champions League. On joue les barrages contre le Dynamo de Kiev. On s'est qualifié à Kiev. On est dans la poule A4, Bayern Munich, AEK Athènes, Benfica, Ajax. Premier match, on joue Athènes à la maison. On gagne 3-0. Deuxième match, on joue à l'Allianz Arena. Neuer, Alaba, Boateng, Kimmich, oh là 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 là, Robben, Ribéry, Lewandowski. Merde. Non, c'est où tu te rends compte que non, tu vas te faire écraser par quelqu'un qui est 10 fois plus fort que toi. Tu dis non. Nous sommes dans le bus, je suis avec Matthijs de Ligt, il m'appelle André, comme. Il prend son téléphone, il me montre les résultats du match du Bayern. Les 5 derniers matchs, ils ont marqué 25 buts. Et il me dit, André, tu te rends compte que à la 15e minute, c'est généralement 2-3-0. Le match est plié. Je lui dis, t'inquiète, on va gérer. Après, je m'assois. Oh, c'est vrai, je commence à réaliser que non, ici, là, ce qui va nous arriver, non.
C'est incroyable. 3e minute, centre de Robben, tête de Hummel, 1-0, on est mené. Mathys et moi, on se regarde. On se dit que bon, si on prend 7, ça va, nous sommes jeunes. Non, on a vécu des choses, je te jure, on a vécu des choses. Et on a eu des moments, des matchs où, quand on gagne Madrid, je me souviens le tirage, Ajax-Real Madrid, Hakim Ziyech se lève de la table, il part. Il me dit, brother, on va faire quelque chose d'historique. Je regarde le groupe WhatsApp de ma famille. Mon frère, Bonana, envoie la photo de Sergio Ramos. Il met entre parenthèses, lui là, c'est le ministre de la Défense. Et on reste comme ça, on s'est dit, comment on va faire pour gagner ces gens-là? On arrive à Bernabéu. Les 15 premières minutes, nous sommes asphyxiés. Asphyxiés, on n'arrive même pas à traverser le rond central. On n'arrive pas. Et nos 2 premiers tirs, 2 buts. 0-2. Oh. On va à 0-2 à la mi-temps, on s'est dit, non. C'est pas normal, il y a quelque chose. Qu'est-ce qui ne va pas? À la fin, on gagne, je crois, 4-1. Mais la préparation de ces matchs était compliquée. Une fois que tu as gagné le Real Madrid, tu gagnes en confiance. Tu gagnes la Juventus, tu te dis, hey, je peux battre tout le monde. Mais la préparation était difficile. C'était difficile, un peu comme le match de finale de Champions League. Tu gagnes le Milan, AC. Le lendemain, je suis assis avec madame à la maison. Je dis, attends, on va voir qui on va jouer à Istanbul. Si tu as corrigé le Real 4-0, tu dis merde. Le match, les 90 minutes, ça va, tu gères. Mais les avant-matchs, il y a tellement de choses. Je parle de manière en désordre, parce qu'il y a tellement de choses que si je dois parler de ma carrière, tu 10 ans, on va passer des heures et des heures. Bon, on est là, on a le temps. Après l'Inter, tu es transféré pour plus de 50 millions d'euros à Manchester. Et là, tu passes encore dans une autre dimension. C'est-à-dire que Manchester, même si sportivement, ça va pas très bien depuis quelques années, ça reste Manchester. Manchester, c'est Manchester. Donc raconte-moi un petit peu comment ça se fait. Toi, comment tu réagis? Est-ce que ça te brûle le cerveau? Est-ce que, comment tu... Ça me brûle pas le cerveau. Mais après, c'est Manchester United. C'est vrai que j'étais déjà au courant des difficultés. Je parlais avec Mkhitaryan à l'époque. J'étais avec lui à l'Inter, avec Qui avait été à Manchester auparavant. Exactement, Lukaku aussi. Il n'arrêtait pas de me dire c'est un club compliqué et que tout se joue au mental. Mais sinon, c'est un club fantastique. Bien sûr. Et au niveau des résultats, c'est un peu compliqué pour le moment, mais le club en lui-même, il est gigantesque. Et certains joueurs m'ont écrit pour me dire prépare ta raining jacket parce qu'il pleut tout le temps. Limite, tu seras dépressif parce qu'il ne fait pas beau. Mais tu ne peux pas dire non, Manchester United, c'est une institution. C'est l'un des meilleurs clubs au monde, l'un des plus grands clubs. Et quand cette opportunité, quand ce train la passe, tu es obligé de le saisir. Je n'ai pas réfléchi longuement. Une fois que cette proposition est arrivée, j'ai dit Manchester United, Premier League, let's go. C'est un new challenge, un new début et on va tout donner. T'es globalement bien intégré, il y a eu des moments plus difficiles que d'autres, mais enfin globalement tu t'es imposé tranquillement, etc. Comment tu dirais ton plus gros challenge, c'est d'essayer de remettre Manchester tout en haut de l'Europe? Oui. Ou Mon plus gros challenge, au niveau personnel. Ou au niveau collectif, parce que... Oui, au niveau collectif, c'est celui-ci. C'est l'un des plus beaux challenges de ma vie, de ma carrière, parce que partout je suis passé, j'ai relevé les défis. Et celui-ci, il est merveilleux. Dans la difficulté, il faut toujours trouver le côté positif. Ça ne se passe pas bien aujourd'hui, ça va bien se passer demain. Mais United a connu des situations difficiles. Et c'est le cas en ce moment. Mais je suis convaincu que la situation va changer tôt ou tard. Mais au niveau collectif, c'est notre objectif principal. De remettre Manchester à sa place, le plus grand club du pays. Certes, il faut être réaliste. On a des adversaires aussi autour de nous qui sont bien préparés, qui font bien des choses. Et c'est difficile de les gagner. Il ne faut pas leur quitter ce mérite. On a nos voisins des City qui sont bien. On a Liverpool juste à côté qui font bien des choses aussi. Donc
La Premier League, qui est un championnat extrêmement relevé, il y a beaucoup de facteurs qui jouent. Le plus gros kiff en jouant à Manchester, c'est quoi? Et le truc le plus difficile en jouant à Manchester, c'est quoi? Le plus gros kiff, c'est l'exposition. Quand ça se passe bien, je suis un nuage. Et quand ça se passe mal, je suis plus bas que C'est pourquoi c'est important de trouver le juste milieu. Ne pas oublier ce qui t'a fait arriver ici. Le joueur que tu es, même dans les moments difficiles. Il y a toujours plus pire que ce soit dans la vie. Il y a beaucoup de pression dans ce club. Comment pas devenir fou sous la pression? Comment ne pas devenir fou quand ça se va bien? Comment ne pas devenir fou quand ça va pas bien? Non, c'est pourquoi je dis, le plus important, c'est le juste milieu. Ouais, l'équilibre, c'est la famille. La famille te recadre. Tes enfants, ils te remettent dans le réel. Oui, dans le réel. Ta femme te met dans le réel. Ça te permet de rester soi-même. Parce que je dis toujours, faut pas perdre la tête, faut pas perdre le contrôle. Il y a toujours plus pire que soi. Et la pression, pour moi, on ne devrait pas tenir compte de ça. Parce qu'on n'a pas de pression à la fin de la journée. Alors, c'est-à-dire, raconte-moi ça. Non, ceux qui ont la pression, c'est ceux qui sont sur... C'est celui-là qui est sur le lit d'hôpital, qui est en train de bagarrer, qui est entre la vie et la mort. Lui, il a la pression. Pour faire vivre ses enfants. Je vais avoir quelle pression? Des bons moments, j'en ai connu. Des mauvais moments, j'en ai connu. Des mauvais moments, je vais connaître. Des mauvais moments vont venir. Tout est temporaire. C'est le cycle de la vie. Tu ne peux pas gagner tout le temps. Aucun club au monde ne gagne tout le temps. Bien sûr. Mais quand tu entends des trucs qui doivent piquer quand même un petit peu, mais ça, j'essaie de me mettre dans sa tête, dans la tête de ton coach, et peut-être que c'était voulu, mais quand tu entends ton coach, Ruben Amorim, dire « Cette équipe est peut-être la pire de l'histoire de Manchester United ». Il le pense quand il le dit. Le football, c'est un jeu d'émotions. Ce moment-là, il l'a dit parce qu'il le pensait. C'est peut-être le cas. Je pense qu'on devrait lui poser la question. Mais les résultats ne sont pas là. C'est une frustration énorme pour nous, les joueurs. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut que continuer de travailler dur, de rester unis, soudés. C'est que comme ça qu'on pourra changer la situation. Mais le coach, il a passé son message qui est clair. C'est... Que vous voulez pas rester dans l'histoire comme les pires. Comme non, pire personne. Bah oui. Personne ne veut rester. Pour nous, c'est une motivation extra, ce message-là. Petite parenthèse positive sur Manchester United, parce que moi, c'est un joueur auquel je crois beaucoup. C'est Lenny Yoro. Qu'est-ce que tu penses de Lenny? Est-ce que tu vois un gros potentiel dans ce... Bien sûr. C'est un jeune joueur qui a fait ses preuves en France l'année dernière. Il a démontré que pour son âge, il est parmi les meilleurs. Il est en train de bien faire des choses. Il faut qu'on le laisse progresser. Il est venu dans un championnat qui est compliqué. Le contexte qui est le nôtre est difficile en ce moment. Je pense que s'il travaille comme il est en train de le faire, je ne doute même pas une seule seconde qu'il sera au top. Petit mot sur l'Olympique Lyonnais. Est-ce que c'est vrai que tu aurais pu venir à l'Olympique Lyonnais? Ouais, 2022. 2022. Alors raconte-moi, c'est Peter Bosz qui est à la tête de l'OL à ce moment-là. Ils sont vraiment à fond sur toi. On y croit et ça se fait pas. Raconte-moi ça. Ouais, j'ai eu à échanger avec le coach. Peter, il m'a parlé du projet qui était top, honnêtement. De comment on devait jouer, les ambitions du club. Je crois que c'était Juninho qui était le directeur sportif. Directeur sportif. Et ouais, c'était nickel le projet. Et j'ai eu échangé aussi avec le président Olas. Mais j'avais fait mon choix déjà avant. Pour l'Inter? Pour l'Inter. Mon choix était fait en avance. J'avais mes accords déjà avec l'Inter de Milan. Pour des questions contractuelles, parce que tu t'étais mis d'accord, ou parce que ce qui est pas scandaleux de se dire que l'Inter c'est au-dessus de l'OL? C'est quoi les raisons qui t'ont fait préférer? Non, parce que je pense que si Lyon était venu avant l'Inter, j'aurais probablement signé à Lyon. Parce que le coach, je le connaissais. Hein. Le coach, il m'en avait des très bons rapports. Donc je vois pourquoi. Et en plus, Karl Toko était là-bas, et il n'arrêtait pas de m'appeler frère. C'est comment tu viens, on me pose des questions, je dis quoi? Et quand je changeais avec le coach, il me parlait du projet, des joueurs qui devaient ramener et tout. Je dis, ça c'est du lourd. Je pense que de ce côté-là, on peut carburer. Mais non, l'Inter était venu, je crois, 6 mois avant. Okay. Et tout était déjà calé avec l'Inter.
Et le fait qu'il y ait un gardien à l'OL qui est Anthony Lopez, qui était là depuis 15 ans, etc., il t'avait dit quoi? Que vous seriez en concurrence? C'était quoi le... Non, t'étais numéro un, Non, c'était tranquille. je quittais pas l'Ajax pour venir être numéro 2. Et Anthony aussi parlait avec Cal à l'époque. Il savait pas si je venais ou pas. Ouais. Donc, en fonction de ma venue, il devait prendre une décision. Anthony, déjà, qui est un gardien exceptionnel, qui a fait beaucoup de bonnes choses pour l'OL. Mais si je parte à l'OL, c'était pas numéro 1. Est-ce que tu as des transferts un peu fous qui auraient pu se faire? Déjà avec les clubs français, parce que j'ai l'impression qu'il y en a un. En fait, c'était quand je venais de signer à l'Ajax Amsterdam, la période où le coach me dit qu'il ne compte pas sur moi et que je dois trouver une porte de sortie. Mon agent et moi, on commence à regarder des options. Et je crois que c'était Bastia. Ok. Ouais, j'aurais pu jouer à Bastia. Ouais, j'aurais pu jouer à Bastia. Et on les a contactés. Mais... Et c'est Bastia qui n'a pas voulu de toi? Non. C'est pas vrai. Si. En fait, ils avaient un numéro 1 déjà, donc c'était compliqué pour moi. Et j'étais jeune. Je crois qu'il y avait Bastia ou Ingenga, je me souviens plus, un truc de ce genre et tout. Vraiment, André, le profil nous intéresse, mais on a opté pour quelqu'un d'autre. Bah. J'étais rentré en larmes et tout. C'est vrai? Ouais, c'était difficile. Il y a d'autres transferts qui auraient pu se faire plus tard, à d'autres moments, des gros trucs. Plus tard, oui, Nice aussi. Ok. J'ai eu Nice. Quand ça? En 2021. J'ai eu Nice, j'ai eu Monaco. Ouais, j'ai eu des choses. Hein. J'ai eu Monaco, j'ai eu Nice, j'ai eu Atlético Madrid. J'ai eu Chelsea, Arsenal. Ok. Et celle qui aurait pu se faire, vraiment, celle qui a été le plus proche de se faire, à part Bastia, qui n'a pas voulu de toi? Lyon. Lyon, ça va. À Lyon, je parlais avec le président Bah déjà. oui, oui, oui. Le coach, le président. Je parlais avec le coach, du président, directeur technique, donc c'était avancé quand même. Et c'était difficile pour moi de dire au président, presque, en fait. J'ai décidé de parler italien. Ouais. C'était chaud un peu. La meilleure partie de l'interview, mon poulet, tes anecdotes. Les moments les plus fous, c'est quoi? Non, il y en a tellement. À l'Inter. Par contre, l'Inter, j'ai fait une saison à l'Inter, mais on dirait que j'en ai fait 10. Notre vestiaire était une boîte de nuit. Ok. Oh, Seigneur Jésus. T'arrives au vestiaire, j'arrive, je suis à l'heure. Denzel est allé signaler que je suis en retard. Pour foutre le bordel? Oui, et pourquoi je paye l'amende? Les amendes étaient élevées. Et juste pour une blague comme celle-là, on m'a fait acheter 35 iPhones. Parce que tu dois acheter à tout le monde. Mais non. Oui, mais il y avait des Pour trucs. un retard? Non, ça par contre, il y a un truc qu'on déteste au haut niveau. Parce que c'est un manque de respect incroyable. C'est le retard. Je préfère avoir une contre-performance, ça peut arriver. Bien sûr. T'es pas un robot. Ou c'est pas la PlayStation. Nous sommes des humains. Mais le retard, non, jamais. Alors, t'as payé 35 iPhone au gars pour combien de minutes de retard? Pour 2-3 minutes. Mais après, c'est comme ça pour tout le monde. Que tu prennes un carton rouge, tu payes. Moi, à l'Inter, cette saison-là, j'ai fait au moins 4 cadeaux à ma femme. 4 iPhones. Hein. Parce que j'étais pas le seul. Une fois que tu es en retard, tu payes à tout le monde. Ah, d'accord. Après, on décide, on te dit, on veut des Rolex. Non, c'est un truc de... Non, mais notre vestiaire à l'Inter, c'était une boîte de nuit. C'était... Tellement on s'entendait bien, Denzel. J'arrive au vestiaire pour la première fois. Je dis à Denzel, hey, je ne viens pas ici gagner les Scudetto. Je viens gagner la Champions League. Il fait... Pour nous, la chose la plus importante, c'est les Scudetto. Il me dit, non, frère, il y a eu tellement de choses. Oh. Si je dois parler de l'Inter, ou de parler toute ma carrière, les anecdotes, non. J'étais dans un club. Et on venait de jouer un match européen, une compétition européenne. On avait gagné, je crois, 2-1. Et on jouait à l'extérieur là-bas. On a décidé de sortir et tout. Nous sommes sortis, nous sommes tous allés en boîte de nuit. Avec le coach, tout le monde. Et moi, j'étais le petit du groupe. Je me dis, ah, le coach, il est là. Il faut faire attention. Je suis assis devant ma bouteille de jus d'orange. Mais le coach, il s'énerve. Il dit, Joe, mais toi, tu te prends pour qui, toi? Tout le monde boit, toi, tu ne bois pas. Il dit, hey. Le coach, il est en train de danser plus que tout le monde. Je dis, mais attends, c'est pas normal, ça, c'est toi le coach. Il me dit, non, je suis coach là-bas. Ici, là, je ne suis plus coach. Et ce sont ces genres de choses qui m'ont fait comprendre que, en fait, quand le coach a une très bonne cohésion avec ses gars, à la fin de la journée, les résultats suivent. Et peut-être ta meilleure anecdote en équipe nationale. Pour faire la transition, ensuite, on va parler un petit peu de toi et le Cameroun. L'équipe nationale de mon pays a beaucoup perdu. Hein. On a perdu des leaders, on a perdu des gens qui
qui mettait de l'ambiance. Et on a aussi, je pense qu'on on est en train de perdre un peu notre identité, parce qu'il y a beaucoup de mélange aujourd'hui. Mais à l'époque, on avait des joueurs comme Oyongo Bitolo, un seul comme lui. C'est un cadeau de Dieu. Non, c'est... Mais c'est, comment je dis, c'est tellement positif, et c'est celui-là que tout le monde aime, tout le monde veut être avec lui. C'est quelque chose de... Et ta plus grosse rigolade, c'est quoi? Avec lui ou avec un autre? En fait, tout fait rire. Tu vois, on prend tellement de plaisir que si je dois te dire ce qui nous fait rire, en fait, des choses simples. On dirait que tu es en train de regarder Patson, tu vois. Tu ris en longueur de journée, tu dis waouh. Tu vois la tête de quelqu'un, tu dis, tu vois, le simple fait de voir ton gars, déjà, tu es souriant, en fait. Tu te dis, décrit, en fait, ce qui se passe dans notre équipe, c'est difficile d'expliquer, en fait. C'est tellement bien que en fait, nous, on accepte la réalité et on enjoy le moment. Transition, les Lions Indomptables. Toi, tu n'as toujours pas gagné quelque chose avec les Lions Indomptables. Si, j'ai gagné. Tu as gagné quoi? À Boré, le maillot de l'équipe nationale de mon pays. C'est une victoire. Ah, ça, je comprends. Bah oui, comme et même, tu as réalisé ton rêve grâce à ce maillot-là. Exactement, parce que moi, aujourd'hui, je suis assis devant toi comme gardien de Manchester United. Mais mon rêve d'enfance, c'était pas de jouer pour le FC Barcelone, c'était pas de jouer pour l'Inter de Milan, c'était pas de jouer pour l'Ajax Amsterdam. C'était de porter le maillot de l'équipe nationale de mon pays. Une fois que ce rêve a été réalisé, c'est une victoire exceptionnelle. Sinon, parce que on est dans un pays foot. Et il y a des millions de Camerounais qui aimeraient réaliser, qui aimeraient faire ce que nous sommes en train de faire, notre génération. Bien sûr. Et alors, raconte-moi la première fois que tu as eu l'équipement. La première fois que tu as eu ton maillot, la première fois que tu as vu ton nom sur ton maillot, la première fois que tu as eu l'équipement. La première fois que j'ai été sélectionné, on jouait la Gambie. On a fait le stage au Sénégal. J'étais content de partir en sélection avec beaucoup de peur aussi, parce que à l'époque, il y avait c'était la génération des aînés. Nicolas Nkolo, Mokanjo, Chedjo, Ngemo, père son nom, Stéphane Biard. Et moi, j'étais le tout petit, j'étais à l'Ajax Amsterdam et tout. J'étais tout frêle, j'avais peur. Pour moi, c'était un rêve devenu réalité de jouer avec ces grands frères-là. Ils nous ont fait rêver. J'arrive à Dakar, je rencontre tous ces grands. Chedjo, Nkolo, Mokanjo, ils étaient tout le temps ensemble, tous les trois. Et moi, je m'asseyais toujours derrière eux, parce que je voulais les écouter, les entendre parler et tout. Ils nous racontaient des anecdotes, ce qu'ils ont vécu, les difficultés qu'ils ont traversées en sélection et en club. Et pour moi, c'était riche en apprentissage. Moi, aujourd'hui, j'ai toujours des bons rapports avec eux. Je pense qu'ils sont des grands frères pour qui j'ai énormément de respect. Ils ont facilité mon adaptation à l'équipe nationale. Et c'est vrai que le bisoutage était un peu difficile. Raconte-moi ça. Ouais, c'était difficile parce que tu dois te présenter, tu dois chanter, tu dois danser, on te pose des questions. Et tu es sur une table et tu dois répondre. En fait, ils cherchent la petite bête. Ouais. Et à l'époque, on avait... la fièvre? Ouais, c'était chaud. Moi, mon bisoutage, il avait duré plus de 30 minutes. Hein. Ah ouais? Ah oui, je ne répondais pas bien aux questions, c'était compliqué. Et la période, la Bédimo était... il était tout là. Il s'asseyait au fond là-bas et tout. Dès que tu dis un mot, il dit qu'il n'a pas compris. Tu dois tout le temps répéter. C'était compliqué. Mais à la fin, tu comprends que c'était juste pour animer la galerie, c'était pour le vivre ensemble. Et c'était quelque chose de vraiment de bien pour le collectif. Et aujourd'hui, je leur dis merci à tous. Donc c'était un mélange, ta première fois, c'était un mélange de waouh, j'ai les équipements, je vis mon rêve, tu matérialises le rêve, et puis en même temps, tu es en panique. Exactement, parce que tu joues avec les grands. À l'époque, Nico jouait à Marseille. Et le Cameroun, la moitié des Camerounais sont pour Marseille. Et tu te retrouves à jouer avec Nico. Tu dis waouh, tu as Stéphane, tu as Bédimo. Avec les gens de l'OM aussi. Ouais, tu vois, tu te dis ouf, c'est du lourd. Et en tant que jeune, vivre ces moments-là, c'était vraiment top. Un petit mot sur le président de la fédération, la légende des Lions Indomptables, qui est Samuel Eto'o. On parle de conflit entre vous deux. C'est quoi le réel? C'est quoi la vérité? Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que tu peux nous raconter? Honnêtement, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Vous savez, le problème chez moi, ou le problème avec moi, c'est parce que je parle pas. Et quand tu arrives à un certain niveau, il faut qu'on parle de toi. Donc, si tu me parles pas, on parle à ta place.
Et il y a beaucoup de choses qui sont dites, qui ont été dites. Il y a eu beaucoup de manipulation, de désinformation et tout. Mais aujourd'hui, c'est derrière moi. Vous savez, aujourd'hui, c'est derrière moi parce que la chose la plus importante, c'est notre pays. C'est ce qu'on a de commun. Et nous sommes prêts à tout. Pour notre pays, on est prêts à donner nos vies. Parce que le Cameroun nous a donné tout. On a une identité grâce à ce pays. Aujourd'hui, je suis assis comme gardien de Manchester United parce que le Cameroun m'a reconnu. Honnêtement, moi, je suis passé à autre chose. Je me focalise sur ma petite carrière et que le Cameroun prospère, qu'on gagne des matchs, qu'on se qualifie pour la Coupe du Monde et que le Seigneur nous bénisse, nous protège pour qu'on puisse gagner la CAN qui vient. Toi, ton message, c'est d'enterrer un petit peu l'âge de guerre. Comment tu dirais? J'ai jamais été en guerre. Pourquoi je vais devoir enterrer l'âge si il n'y a jamais eu de guerre? Moi, la chose la plus importante, c'est de gérer ma petite carrière, de me focaliser sur Manchester United et me concentrer pour mon pays. On a des échéances à venir qui sont décisives, qui sont importantes pour nous, telles que le mondial. On a une qualification à jouer, on a la Coupe d'Afrique au Maroc qui est notre priorité. Il faudra la gagner. On va tout donner pour représenter le pays. On n'ira pas là-bas faire le shopping. On ira là-bas avec une très bonne équipe. Aujourd'hui, l'équipe se porte bien. Ça vit bien, ça gagne. Je suis très content des résultats. 8 matchs sans défaite. C'est quelque chose de top pour nous. On gagne en confiance et c'est quelque chose qui va nous pousser à travailler dur parce que c'est une motivation extra. Et nous sommes conscients du challenge à relever. Et comment tu pourrais nous expliquer ce qui s'est passé un petit peu entre la Coupe du Monde, parce que tu as été écarté pour raisons disciplinaires qu'on n'a jamais trop bien compris, enfin moi je sais pas ce qui s'est passé, puis tu as pris ta retraite, Ouais. Puis tu es revenu 9 mois après. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période un peu folle? Beaucoup de choses sont passées, vous savez, beaucoup de choses sont passées, il y a eu beaucoup de non-dits. Et comme je dis toujours, quand tu arrives à un certain niveau, c'est le prix à payer. Et le problème, avec moi, c'est que je ne parle pas. Et quand tu ne parles pas, il faut qu'on parle pour toi, parce qu'on doit parler de toi. Et il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, il y a eu beaucoup de manipulations, beaucoup de désinformations. Mais aujourd'hui, c'est derrière nous. Tu préfères pas trop y revenir sur les... Et non, parce que c'est l'image de mon pays qui est entachée. Et le pays, pour moi, C'est le plus important. c'est le plus important. C'est ce qu'on a de commun. Vous savez, il n'y a rien de plus grand que notre pays. Vous savez, on va tous passer. Le pays va rester. Le pays est infini. Hein. Donc, à la fin de la journée, il ne faut pas ternir l'image de notre pays. Il y a une CAN incroyable à jouer en décembre prochain. Qu'est-ce que tu penses du tirage d'abord? Parce qu'il n'est pas si facile votre tirage. Côte d'Ivoire, Gabon, Tanzanie. Le tirage est bien. Okay. Honnêtement, pour les athlètes de haut niveau, on travaille dur tous les jours pour jouer ce genre de match. Après, c'est le résultat final qui compte. Parce que pour nous, c'est important de couronner, de terminer cette compétition avec la couronne. Ce sera l'apothéose chez nous. J'aime le tirage. De toute façon, en Afrique, aujourd'hui, il n'y a plus de petites nations. Hein. Ça, c'est vrai. Oui, je préfère jouer des grandes nations, des équipes de très haut niveau. De très haut niveau que de jouer des soit petites nations. Parce que l'effet surprise en Afrique, ça joue des tours. Hein. Mais aujourd'hui, il faut bien te préparer parce qu'ils ont des entraîneurs beaucoup plus qualifiés, ils ont des joueurs qui jouent dans des bons clubs. Ça devient compliqué. Hein. On a joué la dernière CAN, on a vu ce qui s'est passé avec l'Angola, avec le Cap-Vert. Je dis qu'ils sont des équipes redoutables en Afrique. Pour moi, le tirage, il est bien. Après, il n'y a aucun adversaire qui nous fait peur. Nous sommes le Cameroun. On a l'obligation de mieux représenter notre pays. Alors, on le sait maintenant, toutes les équipes sont dangereuses à la CAN. Mais est-ce que tu peux me présenter un petit peu les favoris? Le Cameroun. Parce qu'il faut qu'on assume aussi ce statut de leader. Nous sommes une très grande nation, nos grands frères, nos aînés, ils ont fait des belles choses dans le passé. Il faut aujourd'hui qu'on essaye de suivre leur pas. Tu considères les Lions comme un favori de la CAN? Peut-être pas mais l'un des favoris, parce qu'il y a des très bonnes nations aussi, mais le Cameroun aura son mot à dire.
moi, vu de ma position, André Onana, le gardien de Manchester United, je ne vais pas avoir peur de... Bien sûr. Je suis désolé, Oui. avec tout le respect Oui, que j'ai pour les autres. On a des joueurs qui jouent à Napoli, on a des joueurs qui jouent dans des top clubs, qui jouent dans des championnats relevés. Après, ça ne signifie pas qu'on va gagner. Bien sûr. Mais vous êtes je en capacité nous considère comme un candidat sérieux, parce qu'il ne faut pas qu'on se mente. On a l'équipe pour faire de bonnes choses. Et maintenant, il faut qu'on fasse des bonnes choses, il faut qu'on travaille bien, il ne faut pas qu'on soit perturbé, il faut qu'on vive bien ensemble, il faut qu'on se prépare bien. On joue au Maroc, les conditions seront bonnes, les terrains seront bien. Il faudra préparer quelque chose, il faudra produire quelque chose, il faudra produire le jeu, parce qu'on ne peut pas uniquement jouer sur le coup de chance, tout miser sur les MLE. Le MLE, c'est quoi? C'est, comment je vais dire, c'est juste une sorte d'orgueil là. On a ce côté, je pense qu'il y a qu'au Cameroun, ce fighting spirit là, ce fighting spirit que même quand on nous croit morts, on gagne. Est-ce que tu ferais pas une petite référence? Ce serait pas une référence pour nos amis algériens, ça? Les amis. Exactement. On va aller un match comme celui-là où on n'avait rien. On ne méritait pas gagner. Ils ont été meilleurs sur l'ensemble des deux matchs. Mais le Cameroun est passé parce qu'on est les Lions. Et ça te fait gagner des matchs. Mais gagner une compétition, tu ne peux pas miser uniquement sur ça. Il faut des idées. Il faut un plan de jeu. Il faut avoir la possession. Il faut prendre ses responsabilités. Et aujourd'hui, je ne peux pas dire que le Cameroun ne fait pas partie des favoris, non. Il faut qu'on assume ce statut-là. Est-ce que tu veux bien nous présenter les futurs prodiges du Cameroun? Parce qu'il y a une nouvelle génération qui arrive, beaucoup de talents. Ouais. Est-ce que tu peux nous présenter les 3-4 talents? Ouais, on en a pas seulement 4. Hein. On en a énormément. Je vais commencer par ma position. Simon Ngapandouenbo, qui est bien connu à l'OM. Ouais, et c'est un gardien exceptionnel qui est jeune. Je pense que s'il a un peu de chance, parce que le foot aussi, il faut ce côté chance là aussi, qui travaille bien comme il est en train de le faire, je pense qu'il aura une carrière brillante. Il va nous dépasser tous. Pour moi, c'est celui-là avec qui je m'entraîne en sélection. Et je joue dans des clubs. Hein. Moi, j'ai la chance d'avoir joué dans des grands clubs. Et c'est l'un des rares que je dirais, waouh. Ah oui? Ouais. Oui, c'est l'un des rares. Je le vois en sélection, je lui dis, il faut que je prenne ma retraite parce que ce petit-là, il est là. Il est prêt déjà. Et tu es capable de prendre ta retraite à la fin de la... Non, peut-être pas au prochain mondial, peut-être? Après, ça ne dépend pas de moi uniquement. Après, il faut voir qui sera coach. Il faut... Si le coach continue de compter sur moi, oui, je serai là. Mais à un moment donné, le petit va devoir jouer. Je ne pourrai pas m'éterniser au terrain parce que le football est générationnel. Nos aînés ont fait leur temps. C'est mon moment, ce moment. C'est le moment d'autres personnes aussi. J'ai d'autres coéquipiers qui sont en train de bien faire des choses. Demain, le petit, il sera là. Que je le veuille ou non, il finira par jouer. Donc, je vais devoir l'assister ou pas. Il faut que j'ai aussi l'humilité d'accepter que le petit va me passer devant. Parce que je suis passé devant d'autres. Et c'est c'est le cycle de la vie qui est comme ça. Donc, si le coach ne compte pas sur moi et que ma présence est importante pour le groupe, je serai là. Mais si le coach estime que le petit est prêt sans moi, sans mon aide, sans mon accompagnement, ben, je vais le supporter de la télé, je vais passer quelques coups de fil parce que lui et moi on a une très bonne relation et vraiment je lui souhaite tout le meilleur du monde. Pour finir, un petit message aux supporters camerounais? Déjà être camerounais c'est une fierté, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ce pays nous a tout donné. On est prêt à tout pour ce Cameroun. Et on va tout donner pour hisser le drapeau du Cameroun. Sur le Panthéon, on va essayer de tout faire pour gagner la CAN parce que c'est notre objectif à court terme. Se qualifier pour le mondial, on va tout donner. Et on ira au mondial, pas pour faire du shopping. On ira là-bas pour représenter valablement le Cameroun. Et on sait qu'avec vous derrière nous, on est presque imbattable. Et nous comptons entièrement sur votre soutien dans les bons et les mauvais moments. On gagne ensemble, on perd ensemble. Et d'ici, je tiens déjà à vous remercier pour tout ce que vous avez eu à faire pour nous dans le passé, tout ce soutien apporté dans les moments difficiles. Vous avez été là et j'espère que
demain, dans nos moments de gloire, on pourra s'asseoir tous autour d'une table, si près à Dieu, et on enjoy ces moments-là parce que ce sera l'apothéose. Merci.